Eh bien, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver sur ce webinaire qui est dédié aux artisans et commerçants. C'est un webinaire qui a été, c'est-à-dire ensemble, c'est le collectif CCI, CMA et Région pour accompagner les artisans et les commerçants et leur permettre de passer cette crise, puis surtout maintenant de se relancer et de ne pas rater l'étape de la reprise d'activité. Donc le thème du jour, c'est contrôler sa e-réputation et sur les réseaux sociaux. C'est un webinaire qui va être animé par Delphine Guélec pour la CMA et par Maxime Ziaya pour la CCI. Sachez que pour toute question sur les aides, vous avez un numéro unique qui est 59 75 01 00. Les mails contacts pour contacter la CCI, la CMA et la région s'affichent à l'écran. Donc, covid19@hautdefrance.ccli.fr pour la CCI, projet numérique au pluriel @CMA Hauts-de-France pour la CMA et transnum@hautdefrance.fr pour la région. Je vous donne les thèmes des prochains webinaires. Donc, le jeudi 11 juin, ce sera Pinterest, pourquoi et comment l'utiliser. Le 18 juin, ce sera ma checklist numérique pour la relance d'activité. Et puis, nous aurons un dernier webinaire le 25 juin sur la publicité en ligne pour soutenir l'activité estivale, avec notamment un focus sur Waze, TripAdvisor et Facebook. Ensuite, nous ferons une pause pour l'été et puis nous vous retrouverons naturellement au mois de septembre. Je rappelle que vous pouvez aller plus loin après le visionnage de ces webinaires avec des accompagnements qui sont les accompagnements starter pour les entreprises de moins de 3 ans et qui sont les accompagnements booster pour les entreprises de plus de 3 ans. Ce qui est à noter, et c'est tout à fait exceptionnel, c'est que ces accompagnements qui représentent l'équivalent de 2 jours et demi de conseils, d'accompagnement individualisé pour vous permettre de vous développer grâce au numérique et pas que. Ce sont des accompagnements qui sont intégralement pris en charge à titre exceptionnel par la région, donc aucune participation financière de l'entreprise pour l'année 2020. Donc n'hésitez pas à profiter de ces accompagnements qui vous permettront de vous professionnaliser ou d'être plus performant dans vos activités. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez un chat donc qui vous permettra de poser des questions, qui est à droite de votre écran. Il y aura un question-réponse au terme du webinaire. Donc, nous reprendrons les principales questions et nous y répondrons en direct avec les intervenants. Et puis, si vous avez des difficultés de connexion, n'oubliez pas que de toute façon, vous aurez un lien pour le replay de ce webinaire au terme de sa diffusion. Et puis, dernière chose, il y a un sondage qui vous sera adressé également par lien, qui vous permettra de nous dire quels sont éventuellement les prochains thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'occasion de ces webinaires. Voilà, je vais laisser la parole à Delphine et à Maxime. Je vous souhaite un bon webinaire et j'espère vous retrouver prochainement pour les prochaines diffusions. À bientôt. Bonjour à tous, vu que du coup je prends la parole avant de la laisser à Maxime. Du coup, moi je suis conseillère numérique à la Chambre de métiers des Hauts-de-France, plutôt sur le territoire de l'Aisne, dans le sud de l'Aisne, autour de Soissons et de Château-Thierry. Et voilà, je vais laisser Maxime commencer la présentation et j'interviendrai moi sur le troisième volet. À tout à l'heure. Donc bonjour à tous, moi c'est Maxime, j'ai pris TPE pour le commerce sur la côte d'Opale, donc Boulogne, Berck, le Touquet. Et sur ce webinaire éco en partenariat avec la CCI Hauts-de-France, la CMA Hauts-de-France et la région Hauts-de-France. Donc, première partie, aujourd'hui, nous allons voir ensemble déjà ce qu'est, alors, si j'arrive à faire défiler le slide, ça serait bien.
Voilà. Donc, ce qu'est la e-réputation exactement, nous allons voir ensemble une première définition, comprendre le principe de e-réputation, quelques chiffres, connaître les enjeux d'une bonne e-réputation. Nous allons voir aussi les 10 commandements de la e-réputation, les pièges à éviter, les risques et 7 erreurs qu'on a un petit peu listées avec Delphine qu'il ne faudra pas commettre. Ensuite, sur la partie de Delphine, on verra comment on peut établir une vraie stratégie de gestion pour avoir une bonne e-réputation, avec en priorité scanner, agir et surveiller. Et ensuite, dans une quatrième partie, nous verrons donc les différents outils qui peuvent vous permettre d'effectuer une bonne veille lors de cette une bonne veille, excusez-moi, une bonne veille de e-réputation. Voilà. Donc, la e-réputation, essentiellement présente donc sur le web, comme son nom l'indique. Nous allons voir des points comme réagir, l'engagement des consommateurs, le partage qu'ils effectuent, l'utilisation de ces avis, de ces commentaires, de tout ce qui est présent sur le web. Nous allons apprendre aussi ou évoquer comment travailler, comment analyser avec ces avis, comment rechercher ces avis, trouver toutes ces différentes sources d'avis. Nous allons pouvoir identifier certaines choses afin de pouvoir établir une bonne recherche et pourquoi pas après vous rendre la possibilité de pouvoir orchestrer, les utiliser en tant qu'outil marketing réellement et simplement après continuer à naviguer et continuer à faire votre métier comme vous savez le faire. La e-réputation, qu'est-ce que c'est exactement? La e-réputation, c'est simplement l'image numérique d'une marque, d'une entreprise qui repose sur l'ensemble des commentaires, des opinions des clients, des internautes, des consommateurs, mais aussi des employés et des concurrents. Le tout publié sur Internet et exprimé à travers des blogs, des vidéos, des images, des tweets, puisqu'on parle de réseaux sociaux, des publications, des partages et des avis sur certains sites, comme vous pouvez le voir en illustration, comme TripAdvisor, Zoomer, l'Internaute, etc. C'est exactement l'image de marque de votre entreprise et cela peut s'apparenter un petit peu à la façade, la vitrine numérique de votre magasin, de votre marque. Donc, il est primordial de prendre soin d'elle. Aujourd'hui, les principaux acteurs des avis dans l'ensemble sont Google, qui est numéro 1, TripAdvisor et Facebook. Et si on prend uniquement le CHR, dans le CHR, on obtient Booking qui arrive en tête avec 25% des avis, Google qui le talonne avec 19%, TripAdvisor, bien évidemment. Facebook arrive quand même, malgré tout, quatrième, devant des sites spécialisés comme Hotel.com, par exemple. Aujourd'hui, la e-réputation, ça passe aussi sur, comment vous expliquer, c'est le bouche à oreille numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avis, ce sont des Français qui s'expriment au travers de publications et qui parlent et qui veulent laisser un message et qui parlent à d'autres consommateurs. Donc, la petite illustration des Français parlent au français, je trouvais ça assez marquant. Ces consommateurs, ces internautes deviennent des acteurs incontournables dans le processus d'achat. C'est-à-dire que plus vous avez de clients, plus vous avez d'avis. Mais plus vous avez d'avis et plus vous avez de visibilité sur Internet, sur les réseaux. Et donc, plus de visibilité sur les réseaux, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend plus de clients qui vont regarder les avis et qui vont vous donner une meilleure visibilité. Et là, on rentre dans un cercle vraiment vertueux.
On parlait de bouche à oreille tout à l'heure. Le bouche à oreille, c'était ce qui se passait avant. Voilà, vous aviez une boulangerie, vous aviez un bureau de tabac, vous aviez un restaurant et les clients s'échangeaient entre eux la bonne ou mauvaise réputation de ce lieu. Quand c'était des touristes qui venaient chez vous, ils passaient par des institutionnels comme les offices du tourisme, par exemple, qui mettaient en ligne ou qui mettaient à disposition des voyageurs des informations. Ces informations étaient aussi données par les prestataires, c'est-à-dire le restaurateur, le boulanger, le boucher, l'artisan. Et ces deux-là donnaient un flot d'informations aux voyageurs. Aujourd'hui, c'est différent. C'est l'internaute qui échange avec l'internaute des avis, des bons plans, et ils établissent ensemble des productions communes. Donc, les institutionnels prennent une part beaucoup moins importante et le prestataire en lui-même une part beaucoup moins importante. Mais ce n'est pas parce que cette part-là est moins importante qu'il ne faut pas donner donc du contenu de qualité et avoir une bonne réaction face à cela. Il faut pouvoir mettre en scène, utiliser de façon intelligente les contenus pour que ce qu'échangent les internautes entre eux soit de qualité et vous permette à vous de tirer votre épingle du jeu. Ayant en tête donc tout simplement ce principe de parcours client, on l'établit dans sa boutique par exemple, où vous savez par exemple dans un supermarché que les bouteilles d'eau sont tout au fond. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à parcourir l'intégralité du magasin pour pouvoir aller chercher de l'eau. Là, c'est pareil. Vous avez un internaute, futur consommateur, qui regarde bien avant, qui pendant est capable de publier des avis, des photos, des tweets, et qui ensuite, après son expérience client, va laisser des avis. Et en ça, vous devez être maître de ce parcours client. Quelques chiffres clés des sites Internet. On va rester sur le CHR puisque c'est là où nous avons le plus d'impact réellement. Aujourd'hui, on peut dire que 9 clients sur 10 recherchent un hôtel sur Internet. 76,5% d'entre eux lisent les avis sur ces hôtels et 48% d'entre eux sont directement influencés par les recommandations. Si en plus ils reconnaissent un de leurs amis, on monte à la multiplication par 2. Ce qui est intéressant aussi, c'est une étude aux États-Unis qui a été faite sur près de 3000 entreprises qui a démontré que répondre aux avis générait à peu près 35% de chiffre d'affaires supplémentaire. Et là, c'est un chiffre qui est plutôt parlant, puisqu'on a tendance à ignorer ce qui se passe sur le net en disant je vais avoir que des mauvais avis ou de toute façon ce sont des faux avis. Non, non. Vrai ou faux avis, quoi qu'il arrive, il faut savoir les gérer et y répondre puisque c'est du chiffre d'affaires. À prix égal dans les hôtels, par exemple, on peut dire que 8 clients sur 10 valident là où il y a le plus d'avis. Donc, c'est-à-dire qu'à prix égal, à disponibilité égale, ce qui va trancher réellement, c'est le nombre d'avis. Et les enjeux sont très, très importants, notamment sur TripAdvisor, où sur la note globale, un point représente 11% de réservations en plus. Et là, c'est parlant. Là, c'est votre portefeuille, c'est votre gagne-pain. Il faut savoir faire venir les gens chez soi. Ils deviennent donc des acteurs, ces consommateurs, ces internautes, des acteurs incontournables dans le processus d'achat. Dans le secteur du commerce, le client il est devenu prescripteur. 96% des internautes prêtent attention aux notes et aux avis. Comme vous comme moi, lorsqu'on fait une recherche sur Internet, on regarde les avis positifs, mais on regarde aussi les avis négatifs. 89% de ces internautes les jugent utiles dans le processus d'achat. Et 53% d'entre eux ont recherché des avis et des commentaires de consommateurs pour pouvoir choisir le produit ou acheter ou le site sur lequel ils veulent effectuer cet achat. La génération Y utilise en moyenne 10,4 sources d'informations, c'est-à-dire qu'ils vont en moyenne sur une dizaine de sites comparatifs avant de prendre leur décision de consommateur. C'est extrêmement important. Donc, on revient sur le parcours client. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont
ces internautes qui deviennent des acteurs incontournables dans le processus d'achat, il faut chasser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les idées reçues. Les sites d'avis ne sont pas vos ennemis. Les faux avis existent, ça c'est évident. Les internautes le savent. Vous, comme moi, on le sait qu'il y a des avis qui sont un petit peu de mauvaise foi. Mais moi, lorsque je vois par exemple un avis négatif, la première chose que je fais, c'est que je regarde si le patron entre 6 et 10, c'est simplement énorme. 81% des Français interrogés regardent toujours ou de façon régulière le site d'avis TripAdvisor avant de sélectionner une chambre d'hôtel, par exemple. Ils sont sensibles aux informations outrancières, bien évidemment. La majorité des avis mis en ligne sont positifs. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, des sites comme Cityvox nous dit que 87% des avis sont des avis positifs. La Fourchette, 89% des avis présents sur leur site sont des avis positifs. Et plus de 4 avis sur 5 déposés sur TripAdvisor, qui est le leader dans ce domaine-là, 4 avis sur 5 sont positifs. Donc, à nous de travailler sur le peu d'avis négatifs, d'utiliser les avis positifs comme réellement un outil marketing et de répondre de façon intelligente et intelligible aux avis négatifs. Il faut veiller à sa e-réputation et surtout prendre en compte l'influence des avis négatifs. Ça, c'est une partie que Delphine va largement évoquer tout à l'heure. Mais aujourd'hui, en quelques chiffres, 30% déclarent renoncer à l'achat d'un produit dans une enseigne à cause des avis négatifs. 30%. 39% vont prendre la décision de différer leurs achats pour réfléchir plus longuement. Alors, cette réflexion, ça peut les amener dans d'autres sites, ça peut les amener à venir directement en magasin. 27% d'entre eux vont se rendre en magasin pour visualiser le produit et se faire une idée eux-mêmes de ce qu'il se passe. Les personnes qui vont renoncer à l'achat vont alors s'orienter vers une autre enseigne, à peu près à hauteur de 12%, et décider d'acheter, de pas du tout d'acheter le produit concerné, à peu près à 18%. Donc, on a un gap très important et ce 27% ou ce 39%, à nous de nous en occuper. Les avis. Il faut pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, augmenter sa visibilité. Donc, bien évidemment, être présent sur Google My Business. Là, vous avez des webinaires à ce sujet qui ont été faits. Il faut être présent sur TripAdvisor, sur les applications mobiles, puisque 70% aujourd'hui des connexions sont des connexions qui se font sur smartphone, par exemple. Et là, nous arrivons bien évidemment sur les 10 commandements d'une bonne réputation. Alors, sur les réseaux, puisque c'est le thème du webinaire, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, YouTube, Pinterest et bien évidemment d'autres réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Et je vous ai mis le logo TikTok puisque aujourd'hui, il enregistre 80% d'augmentation de fréquentation pendant le confinement. C'était assez intéressant et selon votre activité, il aurait pu être intéressant de travailler là-dessus. Donc, quoi qu'il arrive, surtout, n'improvisez pas. Préparez une stratégie. On parle de stratégie marketing dans le domaine physique, mais de e-marketing, stratégie de contenu lorsqu'il s'agit de numérique. Il faut se dégager du temps, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous vont dire « oui, mais moi, j'ai les réseaux, ça va me prendre du temps ». Non, bien fait dès le départ, préparer une bonne stratégie vous permet de vous dégager du temps et de vous concentrer simplement sur votre travail physique. Mais il ne faut pas négliger ce travail numérique aujourd'hui, c'est devenu primordial. Ne pas effacer les messages négatifs. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre. Et aujourd'hui, la plupart des clients considèrent ça comme de la censure. Très important de toujours garder les avis négatifs et d'y répondre. Soyez sincère et authentique, original. Ça, c'est votre ligne éditoriale. Nous, dans le cadre d'un booster ou d'un starter numérique, on peut vous permettre de définir une ligne éditoriale, de préparer une stratégie de contenu, de vous apprendre à répondre aux avis négatifs. Profitez-en pour écouter, rectifier et améliorer. Pensée sociale,
conversation, interaction et communauté. Oui, votre clientèle physique aujourd'hui sur le web est une communauté. Elle échange entre elles. Donc, occupez-vous-en. Et puis, expérimentez au quotidien, faites des publications, trompez-vous, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de le reconnaître aussi. Aujourd'hui, il faut tenter le tout pour créer un buzz positif autour de votre commerce, de vos offres, de vos services, de votre magasin. Il faut s'informer, s'intéresser et pratiquer. Oui, ça montre que vous êtes un vrai professionnel ou une vraie professionnelle. Et c'est l'affaire de tous. N'hésitez pas à mêler vos employés, à définir une stratégie avec eux et de laisser place à ça. Aujourd'hui, les 7 erreurs à ne pas commettre. On va prendre l'exemple d'une page Facebook qu'on a créée pour faire un petit peu une page école. Donc, ne pas avoir de compte officiel, bien évidemment. Très important d'avoir une page officielle. De bâcler son image. Une bonne publicité se prépare, bien évidemment. Définir sa ligne éditoriale, j'en parlais tout à l'heure. Ne pas passer de temps à construire votre requête de veille, ça c'est une erreur, bien évidemment. Delphine en parlera tout à l'heure. Se contenter d'écouter les conversations aussi. Ne pas avoir de charte sociale média avec vos salariés, j'en parlais juste avant. Ne pas forcer vos C-level à avoir un compte pro. Alors ça, c'est un peu barbare comme phrase, mais vulgairement, aujourd'hui, vous prenez l'exemple d'un restaurant. Il est intéressant que le chef de ce restaurant ait sa propre page ou son propre compte professionnel. Il peut échanger comme ça directement avec la clientèle et avoir quelque chose d'assez intéressant à échanger avec le restaurateur, la clientèle, et cela montre comment dire, un réel engagement de la part de la clientèle lorsque l'on fait ça. Alors, là, je vais partager, hop là, si Facebook, la cantine à Dudule, hop là, voilà. J'espère que vous la voyez. Voilà. Et très vite, puisque le temps est ce qui est intéressant de toujours contrôler, c'est vérifier et relire ces publications. Vous voyez, faute d'orthographe sur une page Facebook, c'est surtout les sources que vous partagez. Voilà, on a l'exemple ici d'un article qui vient du Gorafi, qui est un journal satirique. On a, voilà, pour éviter le bad buzz, éviter de toujours vérifier faut toujours vérifier ses sources. On a l'exemple aussi d'un homme politique qui avait partagé un article du Gorafi en pensant que c'était vrai. Voilà, il a eu le retour de bâton assez incroyable. Évitez les posts où il n'y a que du texte, puisque parfois vous avez des posts de très très bonne qualité, mais pas d'image, pas de visuel, pas de vidéo, pas d'image. Ce sont malheureusement les posts les moins lus. Trouvez des images de qualité. Malheureusement, là, vous voyez, ça s'appelle la cantine à Dudule. Il y a marqué Maxime Frites. On ne reconnaît pas l'identité comment dire, de l'établissement. C'est important de travailler sur cette identifiant. Sur cette identité, excusez-moi. Il faut éviter de liker aussi ses propres publications sur sa page. Moi, je recommande de liker ces publications qui ont été partagées par ses clients qui nous suivent. Là, vous en ressortez plutôt grand et vous renforcez l'engagement qu'a les consommateurs sur votre page, répondre aux interactions. Vérifiez aussi toutes les informations, l'adresse, le numéro de téléphone. Vous pouvez voir ici, enfin un peu plus haut, que c'est un restaurant chinois, alors qu'a priori non du tout. Hop là. Ensuite, les avis, on va y venir très très vite. On parlait de photos de qualité ici.
Je vous laisse imaginer, si vous allez dans un restaurant et que vous voyez ça, ça vous donne très très peu envie. Et lorsqu'on va dans les commentaires, quelqu'un dit à ce restaurateur que les photos paraissent peu ragoûtantes. Et le restaurateur qui répond, de toute façon, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de regarder. Voilà un exemple typique de ce qui continuer cette page. Là, on a l'exemple d'un visuel. Page. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui. Ça vient couper chez moi. C'est bon. On t'entend. Hop. On m'entend? C'est bon? Pardon, merci beaucoup. Donc voilà. On a ces exemples-là. Je vous invite à aller voir, c'est que des mauvais exemples. On a le dîner en famille, donc bien séparer la vie pro de sa vie personnelle, et toujours en réflexion, ici, des mauvaises réponses. Voilà, c'est assez rigolo. Je vous invite aussi à la faire vivre, à laisser des avis si vous y passez. Donc, je vais passer maintenant la parole à Delphine pour justement cette gestion de e-réputation, comment scanner et faire le bilan de sa e-réputation et où chercher. Je te laisse la parole, Delphine. Ça marche. Du coup, donc je vais animer avec vous le troisième volet de ce webinaire, donc basé en effet sur la stratégie. Donc, 3 rubriques, scanner, agir et surveiller. Je vous propose de commencer par faire le bilan de son e-réputation. Donc, on l'a dit ensemble tout à l'heure, l'identité numérique, c'est l'ensemble des traces numériques qui sont laissées sur Internet nous concernant. Tester sa e-réputation, ça revient à en faire le diagnostic finalement. C'est comprendre comment et où on vous voit sur Internet en tant qu'entreprise et en tant que personne. Il suffit donc de vous mettre à la place d'un consommateur lambda. Qu'est-ce qu'il va taper pour vous chercher? Quelles informations va-t-il chercher avant d'acheter ou de faire appel à vous? Donc, la première chose à faire, ça va être de vous googliser. Cherchez votre marque et votre produit dans Google et classez les résultats grâce aux onglets. Donc, visualisez les résultats de recherche, d'images, de vidéos et les actualités. Vous pouvez aussi faire appel aux opérateurs de recherche Google. Je vous ai mis quelques exemples là. C'est des petites choses qu'on rajoute dans le champ finalement pour vous permettre de cibler davantage votre recherche. Vous allez pouvoir trouver des résultats uniquement dans les blogs ou dans les forums, trouver des résultats qui comportent le mot avis dans le titre de la page ou dans l'URL. Ça va vous permettre d'identifier, par exemple, un partenariat, quelqu'un qui vous citerait alors que vous ne l'avez pas autorisé. Là où, par exemple, on va aussi pouvoir diffuser votre logo alors que vous n'avez pas donné votre autorisation. Vous allez aussi pouvoir voir là où, par exemple, on teste un de vos produits et du coup, se rendre compte un petit peu des feedbacks, relatifs du coup à ce test. Finalement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut dire qu'il y a 5 phases dans l'e-réputation. La première, vraiment la première variable, ça va être la visibilité. Quand un internaute va taper quelque chose, qu'est-ce qu'il va voir s'afficher? Plus il y aura de contenu, plus la marque va être visible. Donc, c'est quand même indispensable à votre présence digitale. La deuxième variable, ça va être l'intérêt du consommateur. Combien il y a d'internautes qui cherchent des informations sur vous et votre action à vous, ça va être de maintenir et de favoriser cet intérêt. La troisième variable, ça va être le sentiment. Est-ce que les avis sont plutôt positifs ou négatifs? Même si la critique est négative et que ça fait jamais plaisir, vous devez pourtant la considérer et faire des actions pour améliorer justement la visibilité, en tout cas les avis positifs sur votre produit.
Vous devez donc contrôler. Finalement, contrôler, ça passe par être sûr de ce qui va s'afficher comme premier lien dans les résultats de recherche de Google. Vous devez maîtriser plus ou moins, hein, vous pouvez avoir une action là-dessus, l'ordre et l'apparition des premiers liens qui vont tomber quand on tape votre nom ou quand on tape quelque chose qui va pointer vers vous. Et enfin, la 5e variable, c'est donc la recommandation. Et ça, c'est plutôt, ça se joue plutôt sur les réseaux sociaux, les blogs. Là, on va parler du coup d'avis et de marketing d'influence. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, rendez-vous compte qu'au-delà de vos propres outils et médias sociaux, les personnes peuvent écrire sur vous, mais pas forcément à l'emplacement que vous aurez prévu. Ça peut être sur des groupes, ça peut être sur des profils personnels. Donc, au moment de votre veille, il faut que vous ayez conscience de chercher dans les profils sociaux et multimédia, donc ne pas oublier YouTube, Vimeo, etc. Regardez aussi les profils sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo, et les sites d'avis qui vont être spécialisés ou sur des thématiques ou en lien avec une localisation, comme par exemple Dis-moi où ou Ciao, ou voilà. Une autre petite astuce, c'est intéressant de voir vos pages comme un visiteur anonyme. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui vous découvre et qui n'a encore aucun lien avec vous, qui n'est pas fan de votre page, qui n'est pas ami avec vous sur Facebook, qui n'est pas un de vos followers sur Twitter. Vous n'avez qu'une chance de faire bonne impression. Et ça, c'est hyper important. Une fois que vous savez ce qui se dit sur vous et que vous avez écouté, ensuite, vous passez à l'action et vous commencez à agir. Donc, c'est le deuxième point lié à la stratégie. Vous l'avez compris, de plus en plus de clients, pour ne pas dire tous en fait, se renseignent aujourd'hui sur Internet avant d'acheter, de se déplacer, de vous contacter. Les avis qu'ils vont trouver vont grandement influencer les actes et la finalité de leur achat ou pas, leur visite ou pas. Le discours seul des entreprises, il est de moins en moins considéré comme crédible par les consommateurs. Du coup, c'est là où le poids des avis est très intéressant. Le consommateur, lui, maintenant, on dit que c'est aussi un consommateur. Finalement, chacun à son échelle va pouvoir partager aujourd'hui son expérience, son avis sur un produit, sur une expérience, sur un service. Et finalement, ça rend transparente les valeurs de l'entreprise qui est jugée, quoi. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Gérer son e-réputation, ça va passer du coup par le choix d'une stratégie de contenu et de communication de la part de l'entreprise. Il faut que vous optimisiez votre présence sur Internet, co-créer avec les internautes un discours qui est en adéquation avec vos objectifs. Comme l'a dit Maxime tout à l'heure, si vous avez besoin de conseils sur cette partie et qu'on vous aide à créer ou à enrichir votre stratégie de contenu, on peut le faire. N'hésitez pas à contacter la CMA, la CCI. Et puis, vous pouvez aussi voir le replay du webinaire 8, avoir une présence en ligne de qualité, si jamais vous ne l'aviez pas regardé, même en replay. Voilà. Donc, un petit schéma qui est assez intéressant quand même pour se rendre compte de ce qu'il faut faire quand on veut mettre en place une stratégie d'e-réputation. C'est un genre de cercle vertueux. On va réfléchir, on va bâtir son identité, on va entretenir sa réputation, on va veiller pour voir un petit peu les changements vraiment au quotidien et on va surtout nettoyer pour noyer ce qui nous plaît moins et mettre en lumière ce qu'on a envie d'afficher clairement à nos utilisateurs, aux internautes. Il faut prendre soin des résultats qui apparaissent lorsqu'on vous cherche. Et ça, vous pouvez vraiment avoir une action là-dessus. Donc, c'est tout ce côté, quand on parle de stratégie de e-réputation, je pense que c'est vraiment le premier pilier, c'est se rendre compte de ce qui sort quand on tape notre nom commercial et comment on peut avoir une action pour un petit peu optimiser, on va dire, la façon dont les gens peuvent nous voir.
Finalement, ne pas suivre ce qui est dit sur vous, c'est laisser vraiment le monopole des conversations aux internautes. Ils vont être libres de construire votre image en ligne et du coup, si vous n'agissez pas, vous serez pas maître de ce qui est dit sur vous du tout et vous n'aurez aucun droit de réponse, entre guillemets. Donc, quelques conseils rapides. N'ouvrez pas de compte que vous ne savez pas gérer régulièrement. Si jamais vous ne vous connectez pas au quotidien sur vos pages de réseaux sociaux, pensez à mettre en place les alertes pour ne rien louper. Après, c'est un boulot au quotidien, mais il y a tellement d'outils aujourd'hui qui nous permettent de gagner du temps, d'optimiser, de synthétiser et d'avoir un œil sur ce qui s'est passé que ce serait dommage de ne pas piloter votre e-réputation avec des outils comme ça. Donc, ce sera la dernière partie, hein, vous verrez, on vous montrera quelques outils pour justement automatiser tout ça. Donc, soyez conscient de vous mettre en exposition frontale au potentiel critique des consommateurs. Donc, en effet, préparez une stratégie, soyez prêts à adapter votre discours pour y répondre. Donc, pardon, je ne l'ai pas dit, mais séparez votre vie personnelle de votre vie pro. Donc, ça, Maxime l'avait dit et c'est vraiment hyper important. Soyez aussi cohérent sur les différents profils, en tout cas sur l'image que vous donnez au travers des différents points de visibilité. Même si on s'adapte à chaque règle de réseau et aux utilisateurs qui les fréquentent, il faut qu'il y ait quand même une ligne conductrice dans l'identité que vous donnez à voir de votre entreprise. Ne soyez pas négatif d'une manière générale. Ne parlez pas de vos problèmes, ne critiquez pas publiquement vos concurrents, c'est vraiment pas de bonne guerre, c'est pas trop ce qu'il faut faire. S'il y avait un concept à retenir, écoutez, analysez, réagissez. Quelque chose d'important, c'est donner à vos clients un espace où ils peuvent s'exprimer. Si vous donnez la route pour recueillir des avis, les gens vont les mettre à cet emplacement-là. S'il n'y en a pas, eh ben, ils vont poster là où ils peuvent le faire et du coup, selon leurs usages, vous allez pouvoir passer à côté de quelque chose. Répondez dans des délais assez courts. Évidemment en fonction du réseau sur lequel est postée l'avis ou la publication, mais prenez le temps quand même de réfléchir à votre réponse, sans précipitation du coup. Hein. Donc un exemple très concret, c'est celui du coup de la réponse de Decathlon à 2 avis qui ont été postés sur Twitter. Donc Twitter, vraiment le réseau de l'immédiateté, le microblogging, le hashtag et du coup le réseau aussi du buzz. Donc, le premier exemple sur la gauche, on est vraiment sur une réponse, enfin, sur un avis, en tout cas, une suggestion, un post qui parle du SAV. Donc, la réponse de Decathlon, c'est une réponse très humanisée, c'est signé par un prénom, c'est une réponse très personnalisée. On note de l'empathie de la part de l'auteur de la réponse, qui dit qu'il comprend le problème, mais surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il rassure les autres consommateurs, les autres utilisateurs de Twitter sur le fait que le problème de cet internaute est un cas isolé. Et surtout, et c'est ça qu'il faut retenir, il propose une solution concrète, de passer au magasin et éventuellement de remplacer le produit. Donc, point final, quoi, c'est réglé, il a répondu en tout point, il a rassuré, il a fermé le débat, ça va pas continuer, entre guillemets, à grossir, ça va pas devenir viral. Deuxième commentaire qui me paraissait intéressant de mettre, où là, on est sur une réponse qui est beaucoup plus institutionnelle, parce que le commentaire touche aussi à un sujet qui est plus touchy, puisqu'il concerne la religion et donc les valeurs de l'entreprise. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça, mais du coup, c'était un retour par rapport au fait que Decathlon propose des tenues de sport voilées. Et donc, du coup, ça a forcément créé un petit débat. Et donc, la personne qui répond à cette publication, là encore, va réussir à baliser. Il va commencer par rassurer les internautes en disant, d'ailleurs, rassurez-vous, nous restons fidèles à nos valeurs. Et il va finir par donner de la valeur, entre guillemets, aussi au poste. Il va créer de la valeur en disant que le but de Decathlon, c'est de fournir un équipement sportif à tous et dans le monde entier. Et du coup, il a quand même donné une réponse qui est positive, quoi.
Donc, pour synthétiser la réponse parfaite, commencez toujours par remercier l'internaute pour son avis. Pourquoi? Parce que quand il lit votre réponse, eh ben, il sera dans de bonnes dispositions pour accepter ce que vous allez dire ensuite. Reformulez le problème de façon assez synthétique. Ne faites pas une réponse de 15 km, c'est pas une bonne idée. Mais quand même, dans la façon dont vous reformulez, essayez de rationaliser, de remettre les choses dans leur contexte pour éviter les malentendus et recadrer un petit peu le problème. Montrez que vous avez de l'empathie, que vous comprenez, ne pas être fermé à la critique. On dit que le client est toujours roi, alors ça reste toujours à discuter, hein, ce genre de notion, mais ne soyez pas fermé, ne soyez pas agressif. Proposez une solution. Et là, c'est vraiment là où, pardon, proposer une solution, c'est là que c'est vraiment intéressant. Si vous vous contentez de présenter vos excuses, le client, il va se dire ouais, d'accord, mais en fait, après, qu'est-ce qui se passe? Il faut donc vraiment penser à proposer une solution, au moins pour que ça ne se reproduise plus. Si jamais votre solution n'est pas une solution gratuite ou d'échange de produits, etc., préférez faire l'échange plutôt en privé. Je vais y revenir après, mais c'est important. Si vous proposez un remboursement publiquement, dites-vous que c'est la porte ouverte à d'autres critiques négatives qui ne seront pas forcément fondées, juste parce que les gens voudront profiter d'une réduction. Alors, quelque chose qui est très intéressant dans le volet e-réputation, c'est que vous avez un rôle pour intégrer la récolte des avis. Vous pouvez vraiment mettre des moyens en place, notamment, par exemple, quand vous communiquez en privé avec votre clientèle. Donc, ça peut être dans les messageries privées, Facebook, Instagram, etc. N'hésitez pas à demander aux gens de laisser un avis à la fin de votre message avec un lien qui est cliquable, vous donnez le chemin. Il n'y a rien à faire en termes de démarche de la part de l'internaute, si ce n'est de cliquer pour partager lui-même son expérience. Vous pouvez aussi, par exemple, quand vous êtes professionnel, je sais pas, du bâtiment, quand vous livrez un chantier et que vous envoyez votre facture, vous pouvez très bien imaginer un encart sur votre facture qui dit votre avis nous intéresse pour le faire, enfin expliquer la démarche à suivre, donner le chemin là encore. Et puis, le truc tout bête, c'est sur votre site internet, là où vous affichez quelques avis qui sont liés du coup à votre e-réputation, n'hésitez pas là encore à donner le chemin donc vers votre page Google ou vers votre compte Facebook pour que les internautes puissent vous laisser un avis. Donc, rapidement, juste, si vous n'avez aucun lieu, si vous n'avez pas de page sur les réseaux sociaux, etc., vous pouvez tout simplement créer la page Google Entreprise. Google My Business a été évoqué dans un précédent webinaire, celui du 14 avril, comment attirer plus de clients avec Google. Vous avez vraiment toutes les infos pour créer votre page. Ce qui est intéressant, c'est que dès que vous créez cette page, déjà, vous remplissez la première page des résultats sur votre nom commercial dans Google. Et puis, vous avez un lien direct que vous pouvez partager ensuite à votre clientèle pour qu'il laisse un avis. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans le volet e-réputation, c'est comment on gère ces avis qui sont sur Google My Business. Donc, dites-vous, on l'a dit tout à l'heure, la censure, vouloir effacer un commentaire, c'est pas forcément la solution. On aurait tendance à dire, on me pose très souvent la question, est-ce qu'on peut supprimer un commentaire négatif? La réponse, vraiment, c'est pas du tout conseillé, parce que ce serait de la censure, Maxime l'a dit tout à l'heure. Du coup, vous pouvez quand même signaler comme abusif à Google et il aura le jugement de voir s'il le laisse ou pas sur votre compte. Mais en premier, n'hésitez pas à contacter les personnes qui sont mécontentes parce que vous pouvez très bien les identifier. En fait, le nom et le prénom de la personne sont cliquables. Vous pouvez voir les autres avis qu'elle a déjà laissés sur l'outil. Vous pouvez vous faire une idée un petit peu aussi du profil de la personne qui vous a laissé cet avis. Et là encore, formuler une réponse qui va être constructive, essayer de contextualiser un petit peu l'expérience, de vérifier si la personne a vraiment eu recours à vos services, etc. Un autre réseau intéressant vraiment pour parler e-recommandation, enfin e-réputation, ça va être LinkedIn parce que vous pouvez solliciter une recommandation, donc vous créez une action pour recevoir un avis qui va être visible en direct sur votre profil.
Vous allez pouvoir aussi visualiser votre score, le SSI, le Social Selling Index, qui est un petit peu une note de qualité de votre profil, on va dire, par rapport à votre marché, par rapport à vos actions sur le réseau social. Donc là aussi, je vous invite à revoir le webinaire numéro 7 qui s'appelait « Les réseaux sociaux pour les pros ». Vous avez toutes les infos et notamment une belle partie qui explique le SSI. Ce qui va être intéressant en termes d'actions que vous pouvez mettre en place également, ça va être de publier des avis et des témoignages sur vos outils en propre. Donc, de faire des petites publications un petit peu lookées avec de l'image, etc. Vous reprenez des avis qui ont été publiés sur plein d'endroits, en fait, hein, Google, sur votre page Facebook. L'idée, c'est que en plus de ceux qui sont accessibles à tous et un peu noyés en termes d'ordre, enfin, du dernier avis qui a été posté, vous avez le pouvoir de mettre en lumière des choses qui vous valorisent particulièrement. Rendez visibles vos points forts. Ça va donner envie déjà aux gens de commenter et peut-être aussi de partager leur propre avis sur l'expérience. Vous pouvez aussi, en termes d'action, faire appel aux influenceurs de votre secteur. Pour ça, la première chose à faire, c'est d'essayer de cartographier qui est un influenceur de votre secteur et d'essayer d'aller vers ces gens. Finalement, ça peut être un arrangement financier ou bien un échange de bons procédés. Vous pouvez, avec ces personnes, demander, je sais pas, faire un concours commun en partenariat, leur demander d'écrire un article sur un de vos produits, etc. Leur envoyer, je sais pas moi, un échantillon de ce que vous savez faire et puis leur demander de goûter, etc. Finalement, rendez-vous compte que si vous êtes recommandé par quelqu'un qui peut être qualifié d'influenceur, eh ben, cette personne, elle a déjà une communauté qui est engagée, qui a confiance en elle, qui approuve ses valeurs et ses goûts. Et du coup, finalement, ça va vous permettre de pousser les internautes à acheter, commander et à vous découvrir là où, en fait, ils n'auraient jamais peut-être croisé votre route avant. Juste par le fait qu'ils suivent cette personne et qu'elle vous recommande, vous allez pouvoir, du coup, toucher tout un tas de clients. Les degrés d'engagement, et je passe vraiment ça rapidement, finalement, le but, pourquoi je dis ça, c'est que ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est que les gens deviennent des ambassadeurs de votre marque. Il existe aujourd'hui, on dit, 7 degrés d'engagement. Le premier, c'est que les gens s'abonnent à vos contenus et puis lisent sans interagir. Le deuxième degré, c'est qu'ils vont commencer à mettre des pouces et des cœurs sur vos publications. Ensuite, ils vont partager vos publications à leur communauté. Tellement ça les intéresse, tellement ils trouvent ça bien, ils ont envie de le faire savoir. Ensuite, il va y avoir l'avis, où là, ils s'engagent à raconter quelque chose sur vous. Et donc, c'est le 4e niveau. On est déjà à la moitié, entre guillemets. Ensuite, il va y avoir la contribution. Donc, l'utilisateur va créer du contenu, va collaborer, va publier quelque chose en son nom, mais pour vous, sur vous. Et enfin, on va avoir l'animation. Du coup, l'utilisateur va vraiment faire vivre des conversations et des contenus sur vous, va continuer, entre guillemets, de suivre cette discussion jusqu'à, entre guillemets, être à l'enthousiasme, donc l'ambassadeur. Et là, il va vraiment, finalement, sans que vous ayez aucun rôle à jouer, vous recommander, etc. Quelque chose qui est très important, c'est que vous ne devez pas négliger les avis négatifs, surtout s'il y a des remarques qui reviennent régulièrement. 65% des clients sur un e-commerce, ils ont confiance quand ils voient un avis positif et des avis négatifs. Et si vous réglez le problème d'un internaute mécontents, eh ben, on sait qu'il y a 95% des clients qui sont, enfin, des clients insatisfaits qui reviennent quand leur problème a été résolu. Donc, ne laissez personne sur une mauvaise impression, c'est vraiment très important. Finalement, on l'a dit tout à l'heure, ce qu'il faut anticiper, c'est la gestion de la crise
le bad buzz. Il vaut mieux prévenir que guérir, on dit. Donc, qu'est-ce que c'est le bad buzz? Finalement, c'est au départ une publication de la part de l'entreprise qui va tourner mal. On va subir la critique, ça va être détourné, ça va être moqué, et ça va prendre de la viralité, ça va devenir un genre d'hémorragie. Donc, les cas d'attaque les plus fréquents, il y a la protestation du client, qui va dépasser un petit peu la liberté d'expression, les insultes, etc. Il va y avoir l'allégation de litige qui n'existe pas, donc des choses qui ne sont pas vraies, donc la diffamation. Il va y avoir les critiques qui sont complètement injustifiées sur votre produit ou service, où finalement on va casser votre produit. Il va y avoir aussi tout ce qui est SAV. Vous aviez promis qu'il y avait marqué que mon produit, je viens de l'acheter, il est déjà cassé. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. La réponse doit être très personnalisée. Et enfin, il y a l'attaque globale contre l'entreprise de la part de la concurrence ou par rapport à des valeurs, par exemple, que l'on porte. Là, on voit souvent ces derniers temps, par exemple, des choses en lien avec des rapports sur l'écologie. Des valeurs écologiques, vous ne respectez pas, vous utilisez des produits. Comment on peut se défendre de ça? Donc, il faut envisager tous les scénarios pour avoir une réponse qui est prête. Pour avoir une réponse qui est prête et pouvoir gérer la crise, le bad buzz. Finalement, vous devez répondre à qui doit intervenir si ça arrive. Quelles actions je vais mettre en place? Dans quel délai je vais réagir? Et quel levier je vais utiliser pour communiquer? On sait que pour les grands bad buzz de ce monde, il y a plein de sites d'ailleurs qui les réunissent sur Internet. On peut voir des cas d'école, hein, comment ils ont répondu à la crise, etc. On sait que les politiques, les grandes entreprises, elles font appel à des cabinets d'experts. Quand on est artisan et commerçant, on ne peut pas forcément le faire parce que c'est un coût important, mais pour autant, il ne faut pas minimiser la situation. Donc, si ça prend une tournure qui est trop importante, il ne faut pas hésiter à saisir l'éditeur de la plateforme où, par exemple, il y aurait eu un texte qui aurait été posté par un internaute qui est complètement diffamatoire. Et vous allez pouvoir même aller jusqu'à entamer des démarches juridiques, un droit de réponse, un rectificatif, une attaque en justice contre l'auteur du texte si c'est nécessaire. Il faut quand même avoir conscience du dernier degré et préparer quand même ce genre de scénario, même si on ne souhaite pas que ça intervienne. Donc finalement, gardez à l'esprit que la réponse, elle va être lue par tout le monde. Donc il ne faut pas que vous proposiez de dédommagement publiquement. Je l'ai dit tout à l'heure, mais en gros, ça pourrait laisser la porte ouverte à d'autres critiques juste parce que les gens voudraient un produit gratuit ou une réduction. Attention aussi dans votre réponse au double sens, aux fautes d'orthographe, parce que ça peut entraîner finalement l'effet inverse. Vous vouliez stopper un problème et finalement ça prend de la viralité parce que ça aggrave le problème, ça lui donne plus d'importance qu'il y en avait. Donc, le maître mot, c'est penser création de valeur, renforcer votre crédibilité, gagner l'attention du consommateur. Donc, finalement, au-delà de la gestion des avis, parce que finalement, on retient souvent cette thématique-là, il faut que vous vous disiez qu'il faut vous améliorer au quotidien. Il faut évidemment diminuer le nombre d'avis négatifs. Bah, comment? Eh ben, en étant meilleur. Donc, veillez à travailler votre expérience client en continu, avant, pendant et après. Maxime l'avait dit tout à l'heure et ça me paraît vraiment très important de le surligner. Le surligner. Et du coup, j'en arrive à la dernière partie qui est la surveillance, automatiser, mettre en place sa veille. Pour cela, il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Avoir une politique de surveillance, finalement, c'est pouvoir réagir à une attaque, oui, mais pas que. En fait, il faut rester en veille. Et du coup, vous pouvez mettre en place, par exemple, une veille concurrentielle, une veille stratégique, une veille technologique de votre secteur d'activité. Donc, j'ai fait un petit tableau, c'est des questions qui peuvent être rapides à baliser. L'idée, surtout, c'est de vous dire, est-ce que moi, quand je fais une veille, j'ai envie de voir des informations qui parlent uniquement de moi, ou bien est-ce que j'ai envie de savoir l'actualité, par exemple, de mes fournisseurs, de mes concurrents, de mes partenaires? Donc, si vous envisagez cette deuxième option,
vous pouvez rapidement vous dire que vous allez avoir une certaine liste, une grosse liste de mots-clés sur laquelle être en veille. Le tout, c'est de pas mettre en place des dizaines d'alertes parce que vous n'auriez pas le temps de les traiter. Donc, essayez bien de penser à vos objectifs et à la finalité de ce que vous allez en faire quand vous mettez en place des alertes. Donc, une fois que vous avez un petit peu balisé votre terrain de recherche, vous allez pouvoir utiliser des outils qui sont appropriés en fonction de votre taille, de la façon dont les gens parlent beaucoup ou pas beaucoup de vous. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. On y vient juste après, vraiment, je termine. Et puis, du coup, je l'ai dit, hein, une fois que vous avez les alertes qui vous arrivent, il faut bien sûr les traiter et réagir face notamment à une attaque. Donc, voilà un petit peu. Je vais laisser la parole à Maxime. Juste 4 petites briques. Définir votre périmètre de surveillance, sélectionner vos outils, réceptionner les alertes et puis enfin, fédérer et fidéliser votre client. Continuer, qu'il y ait des adresses, du contenu, etc. Maxime, je te laisse reprendre la main. D'accord. Alors, hop, hop. Donc là, on a fait une petite checklist sur, comment dire, une checklist à prendre en compte si vous voulez établir une bonne veille pour votre e-réputation. Donc, voilà, la voici. Donc, fixez-vous des objectifs clairs et mesurables. Ça, c'est important. Ensuite, brainstormer les différents sujets à monitorer. Alors, cette phrase-là, elle peut paraître barbare, mais simplement réfléchir et prioriser, comme le disait tout à l'heure Delphine, les mots-clés. Construisez des requêtes de veille, c'est-à-dire il faut, toujours dans le même fil, y réfléchir et construire des requêtes qui soient cohérentes en fonction de votre activité et ce que vous voulez surveiller. Créer un processus interne pour hiérarchiser les mentions par importance, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez surveiller en premier? Ce qu'on dit sur vous, ce qu'on dit sur votre entreprise, ce qu'on dit sur votre marque. Est-ce que vous voulez regarder d'abord les avis négatifs ou vous voulez d'abord regarder les avis positifs? Vérifier et filtrer vos résultats, et ça c'est primordial, puisque mal fait, vous risquez de vous retrouver avec un flot d'informations et pas savoir lequel est intéressant ou pas intéressant pour vous. Définissez les responsabilités de vos équipes, puisque votre équipe, elle peut être, entre guillemets, intégrée à ce processus-là. On peut vous aider. Créer une charte d'usage des réseaux sociaux, ça, on le dit assez souvent, votre équipe a des comptes, est présente sur les réseaux, et j'ai été dégoûté. Alors, on va voir si Maxime revient, auquel cas, je vais reprendre peut-être le slide. Ah, il est là. Je te laisse reprendre la main, Maxime, ça va? Là, c'est bon. Super. C'est bon, Maxime. Voilà. Excusez-moi, il y a eu une petite coupure. Donc, on revient dessus. Hop là. Voilà. Donc, je disais que vos employés ont des réseaux sociaux. Je vais voir si vous voulez une ligne de conduite à respecter. Rassembler ensuite les indicateurs dans un tableau de bord et ensuite automatiser les alertes par rapport comment dire, à des outils qu'on va vous donner. Alors, ça peut vous paraître barbare, cette petite checklist, mais vous le faites tous les jours, au bout du compte. Vous le faites vraiment tous les jours dans votre magasin, dans votre boutique, par rapport à vos clients que vous voyez physiquement. Donc, tout ce travail que vous faites physiquement et de façon naturelle, simplement le puisque l'ignorer, c'est en fait saccager ou nuire au travail que vous faites tous les jours physiquement, excusez-moi, avec vos clients. Donc, hop là, tac, tac.
les outils pour la e-réputation. Bien évidemment, le plus connu, le plus simple, reste Google Alert. Hein, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, vous googlisez, c'est assez important. C'est le premier acte qu'on peut faire en e-réputation, de voir un petit peu les traces qu'on laisse. Donc là, vous mettez simplement des mots-clés et vous recevrez par mail, c'est vous qui choisissez la récurrence, les contenus susceptibles de vous intéresser par rapport aux choses qui sont publiées sur le web. C'est le plus simple, il est gratuit et ne pas hésiter à l'utiliser. Ensuite, vous avez par exemple Notify qui est assez intéressant pour les TPE, les PME, les personnes, les auto-entrepreneurs, les freelances, puisque cet outil, lui, il va scruter le web pour repérer les mentions de votre entreprise sur les médias sociaux, les forums, et via deux autres outils qui est Slack et HipChat, donc assez intéressant. Vous avez Talkwalker aussi, qui est très intéressant, où c'est une alternative, comme ils disent, gratuite à Google Alert. Vous avez WebMe, vous tapez votre nom, votre entreprise dans la barre de recherche et cela vous trouve toutes les informations publiques disponibles sur le web. Donc, c'est assez intéressant. Je ne vais pas dire que c'est peut-être la plus complète, mais c'est un outil qui est très complet. Vous avez aussi Social Buzz. Vous avez Mention. Là, Mention est payant, mais vous avez souvent des essais gratuits sur ces applications ou sur ces sites-là. Vous avez bien évidemment Uber Suggest. Uber s'est mis à ce genre d'avis, bien évidemment. Vous en avez encore bien d'autres. Vous avez des collecteurs d'avis comme Vinivi, où là, ils collectent des avis certifiés. Vous avez Consumer Alliance. Vous avez aussi des outils de mesure de satisfaction. On ne l'a pas mis dans les slides, mais ça peut être intéressant. Olacala, pardon, excusez-moi. Medalia et Qualité Hélice. Et donc, l'avantage, c'est que vous avez à peu près un niveau du taux de satisfaction de votre e-réputation. Vous avez aussi des outils ORM, comme on appelle ça, Online Reputation Management, comme Review Pro, TrustYou ou Revinite. Voilà. Donc, on a à peu près brossé le paysage des outils que vous pouvez utiliser. N'ayez pas peur. C'est assez simple. Le plus difficile, c'est de le mettre en place. Et après, vous avez du temps pour vous. Voilà, je pense que je peux repasser la parole à Christophe. Merci beaucoup, Maxime et Delphine, pour cette présentation. J'ai juste 2 ou 3 questions. Alors, que faut-il mettre en place pour estimer les alertes? Je pense que vous avez répondu avec les outils. Il y avait une question, Delphine, sur le nettoyage. Tu as parlé à un moment de nettoyage, tu sais, quand tu faisais la boucle là. Donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce que tu peux donner des méthodes de nettoyage, ce que tu appelles le nettoyage de la réputation. C'est vrai que ce qui est intéressant de se dire, c'est que j'ai démarré d'ailleurs la partie stratégie là-dessus, c'est que si on veut pas que ça se voit, eh ben, il faut pas le mettre sur l'endroit le plus vu. En l'occurrence, c'est très difficile de nettoyer, entre guillemets, de faire disparaître quelque chose qui est sur Internet, parce que ça aura été repris, redit, etc. Donc, on n'a pas ce pouvoir de gommer simplement comme ça. L'avantage, par contre, de ce qu'on peut faire, c'est poster des contenus de qualité qui vont prendre la place, et du coup, on va réussir à noyer dans les profondeurs du web ce qui nous convient moins, en valorisant des choses qui sont pertinentes et qui sont créées pour être bien référencées aussi par les moteurs de recherche. Donc, un genre de stratégie, là encore, de bons mots-clés, etc. Et puis, de poster, par exemple, des choses assez régulièrement qui vont prendre le pas et petit à petit, dans les résultats de recherche, ça va noyer les mauvaises choses qu'on veut moins voir. Ce que tu veux dire, c'est qu'il vaut mieux, plutôt que par nettoyer, c'est plus de mettre sous le tapis un petit peu, en fait. Exactement. Ouais. C'est une bonne image. Et ça me fait penser à on appelle ça le truc de Barbara Streisand, qui avait essayé de faire supprimer une vidéo, et plus elle essayait de la supprimer, plus du coup elle était republiée.
Et du coup, tu as parlé aussi qu'il fallait privilégier un espace où laisser les internautes s'exprimer, plutôt que ça parte dans tous les sens. Et du coup, là, si tu pouvais, ou Maxime d'ailleurs, si vous pouviez conseiller un ou deux espaces où vraiment, on va dire, s'il y avait un seul endroit où on laissait ses clients s'exprimer, ça serait où? Ça serait quoi à privilégier? Je pense que c'est Google My Business. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est 95% à utiliser Google pour faire une recherche. Donc, on va ouvrir Google et on va taper quelque chose. Si vous avez la fiche Google My Business, bah, tout de suite, vous remplissez la moitié de l'écran sur l'affichage direct. Donc, Google My Business, vraiment sans hésiter, c'est gratuit. Ça prend 5 minutes à paramétrer. Regardez le webinaire, c'est vraiment, je pense, le plus logique. Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Tout à fait. Le Google My Business, c'est le premier sur les avis clients. Le on a encore perdu Maxime. plus facile à mettre en place. Il est gratuit. Et voilà, 80% des recherches se font sur Google. C'est l'outil le plus utilisé. C'est un espace de vie qu'il faut pas renier. Bien évidemment, après, vous pouvez créer toujours un groupe sur Facebook, par exemple, les amis allez, on parlait de la cantine à Dudule, mais les amis de la cantine à Dudule. Et à ce moment-là, là, vous faites vivre votre communauté aussi. Ça peut être aussi intéressant. Mais là, pour le coup, c'est un peu plus énergivore parce qu'il faut faire des publications, il faut donner des sujets de réflexion, voilà. Et ça peut être aussi intéressant pour le commerce. Pour Delphine et Maxime, bon, il faut installer les choses, donc il y a un petit temps d'investissement. Mais après, une fois qu'on a mis en place un certain nombre de solutions, si on devait estimer le temps à passer, alors je sais bien que ça peut être variable d'une activité à l'autre, mais s'il y avait un temps hebdomadaire à passer, sachant qu'on a bien compris qu'il fallait être quand même relativement régulier dans le suivi de sa réputation. Donc, s'il fallait évaluer un temps hebdomadaire, peut-être, vous diriez quoi? Si pour moi, comme je disais, en temps de préparation à Delphine, lorsqu'on gère une page avec énormément d'abonnés, des fois, une fois qu'on a tout mis en place, tous les protocoles, honnêtement, ça peut être 5 à 10 minutes par jour. C'est ça qu'il faut dire aux artisans et commerçants, c'est que voilà, une fois que les choses sont mises en place, il y a une régularité pour suivre tout ça, mais que ça n'est pas extrêmement chronophage. En revanche, c'est une manière de capitaliser du retour sur investissement. Voilà, donc l'investissement est relativement faible au quotidien. Exactement. En suivi pour un retour qui peut être quand même assez important. Oui. Voilà, c'est vraiment pas à négliger, puisque comme je le disais tout à l'heure, ayant été commerçant aussi, je passais 7 jours sur 7 dans mon commerce et je passais de 8h à 20h dans mon commerce. Donc tout le travail qu'on fait en présentiel avec ses clients pour les fidéliser, il y a un moment donné, il est aussi important de les fidéliser sur le numérique puisqu'il y a des traces. Et si on aura beau passer énormément de temps en présentiel, si derrière le travail sur la e-réputation n'est pas fait, bâclé ou ignoré, malheureusement, tout ce qu'on fait qui nous prend le plus de temps, alors si on prenait juste 5 minutes, finalement, en résumé, comme le dit une des intervenantes précédentes, Aude Payen, qui a animé un webinaire précédemment, c'est vraiment, il faut que ça rentre dans les tâches habituelles, dans la routine du dirigeant. Ça fait partie intégrante de l'activité du dirigeant et c'est pas accessoire. En fait, il faut vraiment à son emploi du temps, en effet. Au même titre qu'on va vérifier sa e-réputation, on va prendre du temps aussi pour donner de l'actualité sur son commerce. En fait, ce qui est important de se rendre compte, c'est que ça va demander du temps en fonction aussi de l'action de sa digitalisation.
Si on se sert d'Internet pour vendre en ligne, eh ben, on va passer un petit peu plus de temps sur ces outils, mais ça va nous ramener du chiffre d'affaires d'une façon. Donc, en fait, c'est difficile aussi de donner une seule norme. Je pense aussi que c'est la part du digital dans l'entreprise qui peut aussi donner, en rapport, en fait, entre guillemets, à l'investissement qu'on va y passer, des résultats dans le chiffre d'affaires en direct. Ouais. Mais comme le disait Maxime tout à l'heure, l'impact sur le chiffre d'affaires n'est pas négligeable et je pense que ces 5 ou 10 minutes passées par jour sont extrêmement rentables en fait. Ce n'est pas du temps perdu. Et il suffit de regarder ses propres usages, les usages de notre entourage, pour se rendre compte qu'en tant que consommateur, on utilise énormément les avis, on se renseigne énormément avant d'acheter et vos clients font pareil. Donc voilà, c'est vrai, enfin, c'est de l'investissement, il faut vraiment voir ça comme de l'investissement et pas comme du temps perdu. Je pense que c'est essentiel. Une fois qu'on a compris ça, ça roule tout seul. On a tendance à voir le piège de la récurrence, mais en l'occurrence, si on s'est renseigné une fois son client, par exemple, par rapport à ses horaires, c'est peut-être la question qu'on se pose le plus souvent. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? C'est férié? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est ouvert? Si on prend 5 minutes pour le mettre sur son site internet, pour mettre à jour sa fiche Google My Business, ça nous aura pris 5 minutes. Potentiellement, tous les gens qui vont se poser la question, ils auront une réponse tout de suite. Et les gens viendront à mon commerce parce qu'il est ouvert, c'est marqué. Les gens qui hésitent, qui vont pas avoir envie de se déplacer parce qu'ils auront peut-être le doute de voir la porte fermée, eh ben c'est des ventes qu'on va perdre, quoi. Donc après, enfin, tout a un poids de mesure, mais faut pas voir ça forcément comme une perte de temps, comme quelque chose de lourd. Ça peut aussi nous faire gagner du temps ou gagner de l'argent, en fait, entre guillemets, sur le commerce en général. Pas entre guillemets des films gagner de l'argent. Oui, voilà. Super. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Aude. Non, je n'ai pas vu d'autres questions particulières. Donc, je retiens que c'est un bon investissement à moindre temps au quotidien. Voilà. Super content. Peut-être juste une petite remarque aussi. J'ai parlé vite fait de la génération Y par rapport à leur usage, comme tout le monde, du téléphone. Ce n'est pas parce que c'est la génération Y que lorsqu'on est commerçant, artisan, il faut leur faire confiance aussi dans la gestion de ces réseaux sociaux, dans la gestion des avis. Ce sont peut-être ils maîtrisent l'outil, ça c'est une évidence. Ils sont nés avec, ils sont nés dedans même. Mais par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont d'un, des bons commerçants et de deux, des bons communicants. Donc c'est vraiment au chef d'entreprise de s'investir, de prendre de son temps et de mettre de soi sur son image numérique comme il met de soi dans son image physique. Christophe va en parler, mais les accompagnements starter et booster sont tout à fait bien pour démarrer ou pour accélérer sur ces sujets-là. Tout à fait. Alors avant ça, je vais envoyer juste le programme des prochains webinaires. Je vais vous le rappeler à l'oral. Donc le 11 juin, jeudi prochain, on a un webinaire sur Pinterest qui nous a été beaucoup demandé. Ensuite, le 18 juin, on va faire une petite checklist numérique donc, de toutes les choses auxquelles il faut penser pour la relance d'activité. Ce sera des choses qu'on aura peut-être déjà vues sur des webinaires, mais ça sera un bon rappel pour être sûr de ne rien oublier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses entre la réputation, la présence sur les réseaux sociaux, la vente en ligne. Il y a beaucoup de sujets, donc ça permet de recadrer un petit peu. Et puis sur le 25 juin, enfin, ça sera le dernier. Enfin, on essaiera de vous proposer un truc spécialité, c'est-à-dire comment profiter de la saison estivale avec le tourisme qui va être un petit peu chamboulé. Je pense que beaucoup de gens vont rester dans les alentours, donc c'est peut-être l'occasion de les capter. Donc comment aller les capter? Avec de la publicité en ligne, qui, on le rappelle, reste encore une fois, un très bon retour sur investissement parce que c'est très ciblé, ça ne coûte pas très cher et ça peut rapporter énormément quand c'est bien fait. Donc on reparlera de publicité en ligne, mais vraiment axé sur ce qu'on peut faire cet été qui va être un petit peu particulier pour tout le monde. Mais donc effectivement, pour la suite, donc si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet ou sur d'autres, n'hésitez pas à contacter votre CMA ou votre CCI pour vous faire accompagner. Donc, vous avez toujours le numéro unique concernant les aides aujourd'hui qui est toujours d'actualité.
Donc 03 59 75 01 00. Et du monde qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et pour vous faire accompagner sur un starter, qui est un accompagnement proposé aux entreprises de moins de 3 ans, ou sur un booster pour les entreprises de plus de 3 ans. Accompagnement qui, comme l'a dit Aude tout à l'heure, on le rappelle, c'est important, est exceptionnellement pris en charge à 100% par la région pour vous aider. Donc, ça ne coûtera absolument rien. Merci la région et un petit coucou à Vincent qui est là avec nous d'habitude mais qui est en congé aujourd'hui. Donc, vous pouvez contacter la CCI, covid19@hautefrance.cci.fr. Vous pouvez contacter la CMA, le projet numérique @cma-hautefrance.fr. Vous pouvez aussi contacter directement la région, transnum@hautefrance.fr. Voilà, la région qui est là pour vous aider et la CCI et la CMA qui sont là pour concrètement vous accompagner. Voilà, Aude, est-ce que tu as un petit mot Non, je remercie tout le monde pour avoir suivi ce webinaire. On vous rappelle évidemment que vous pouvez voir les webinaires en replay. Merci aux intervenants, Delphine, Maxime. Je crois que c'était très complet et très clair. Voilà, et on vous donne rendez-vous donc le jeudi prochain pour Pinterest. Pinterest. J'ai oublié le petit sondage. Je publie le sondage. Tac, tac, tac. Hop. Hop, je me suis trompé. Excusez-moi. Je vous mets un petit sondage, s'il vous plaît. Il est déjà en ligne, en fait. Il est en ligne, c'est bon. Donc, il y a un petit sondage. Je suis à côté du chat. Vous pouvez y répondre si vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci et à la semaine prochaine. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.